Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Morgane sur le nez et ça ne marche pas. Voilà, je commence. Voilà. Je suis la fondatrice de Scribix. Donc j'ai fondé un collectif de rédacteurs en 2019 et aujourd'hui on a 140 rédacteurs avec qui on travaille au quotidien dans un outil de rédaction qu'on a complètement conçu. Donc c'est un outil qui leur permet de rédiger des contenus optimisés, puisque c'est vraiment notre créneau. C'est la niche qu'on a choisie depuis le début de l'aventure. Et depuis 3 ans, on a accompagné à peu près 200 clients avec la sortie cette année. C'est une grande année pour nous. C'est pour ça qu'on est très content d'être présent sur ce SEO Campus. Le lancement d'une nouvelle application qui a complètement été refondu pour permettre et rendre accessible finalement le SEO et la stratégie de contenu, plus exactement, à tout type d'entreprise et y compris aux TPE, PME qui ont des besoins assez particuliers, mais on va en reparler. Donc, je vais vous parler de stratégie de contenu à travers 5 exemples très différents où finalement le manque de budget initial du client nous a obligés à nous creuser les méninges pour trouver des solutions et trouver des leviers là où potentiellement il n'y en avait pas. Donc voilà, c'est l'objet de cette conférence. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter vraiment ces 5 exemples-là, j'avais envie de vous reparler de ma vision métier. Alors pour ceux qui ont déjà vu l'atelier de ce matin, c'est une petite redite, mais je pense que c'est important de comprendre dans quel écosystème moi je travaille, puisque le SEO c'est un grand monde, une grande famille, et que y a des mondes dans le monde, et qu'en fonction du segment finalement dans lequel on travaille, on travaille pas tout à fait de la même façon. Donc moi en l'occurrence c'est la TPE-PME. Que j'accompagne majoritairement du point de vue stratégie de contenu. Et s'il y a un point commun à cette typologie d'entreprise-là, c'est que le SEO fait peur, généralement, parce que le retour sur investissement est très difficile à appréhender pour cette typologie d'entreprise. Donc le moyen que moi j'ai trouvé pour les amener gentiment, on va dire, à ouvrir la porte au SEO, c'est de trouver et d'identifier des quick wins, des leviers qui vont permettre d'obtenir des résultats très rapides et pouvoir par conséquence mesurer le ROI de ce type de campagne de façon concrète, ce qu'apprécient particulièrement les entrepreneurs et chefs d'entreprise. Ensuite, ça permet aussi de limiter finalement le risque financier pour l'entreprise, puisque comme on obtient des résultats rapides, c'est l'argent qui a été généré par ces résultats qui est réinvesti petit à petit par l'entreprise, et vous allez le voir dans un des exemples que je vais vous proposer. On peut du coup partir avec un micro-budget et se retrouver 1 an après avec un budget conséquent qui permet vraiment de faire beaucoup de choses parce qu'on a eu des gains rapides et que l'entrepreneur a compris l'intérêt pour son entreprise de continuer à travailler sur ce levier SEO. Pour ça, pour arriver à ce résultat-là, il faut penser business. Il ne faut pas penser SEO, trafic. Il faut vraiment penser quels sont les besoins de l'entreprise et comment, à travers ma stratégie de contenu, je vais pouvoir porter les besoins de cette entreprise et finalement l'aider à concrétiser du business sur les segments qui l'intéressent. Ça peut l'intéresser pour diverses raisons. Ça peut être un e-commerce qui a plein de stocks à libérer sur un de ces secteurs. Ça peut être aussi un type de prestation. Voilà, j'ai travaillé dernièrement avec un coiffeur. Les extensions de cheveux, c'est bien plus rentable pour lui qu'une coupe de cheveux. Donc on a travaillé plutôt les extensions. Enfin voilà, il faut vraiment se placer du point de vue finalement de l'entrepreneur et s'intéresser à son business pour comprendre quels sont les endroits où le SEO va impacter non seulement sa notoriété, sa visibilité, mais aussi de façon directe son porte-monnaie. Et s'il y a un constat que j'ai pu faire sur ce sujet-là, c'est que bien souvent, c'est pas bien souvent, mais il faut vraiment y être attentif. C'est pas parce qu'une opportunité a l'air bonne, point de vue SEO, qu'elle l'est forcément du point de vue du business du client. Moi, il m'arrive de couper sur certains mots-clés qui, pour autant, pourraient être intéressants d'un point de vue extérieur à la situation, de ne pas travailler certains mots-clés qui sont pourtant parfois les plus volumineux, ceux qui présentent de belles opportunités, simplement parce que ces mots-clés-là ne sont pas des objectifs qui serviraient le business du client.
Donc le SEO, c'est générer du trafic, bien évidemment, mais c'est générer avant tout du chiffre d'affaires, et a fortiori quand on s'occupe de ce type de cible, pour qui le retour sur investissement est vraiment primordial. Donc une fois passés ces éléments de contexte, afin que vous compreniez un petit peu plus comment moi je suis positionnée à l'intérieur de ce métier, j'avais envie de vous parler du contexte et versus, quelque part, les bonnes pratiques. On entend beaucoup, un peu partout, alors tu veux faire du SEO, il faut faire du cocon sémantique, il faut faire des clusters, il faut faire ceci, il faut faire cela. Toutes ces bonnes pratiques, il faut travailler sa technique, il faut faire du netlinking. Toutes ces bonnes pratiques, elles doivent s'inscrire dans une analyse très pointue, finalement, du contexte. Alors, le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est le domaine, déjà. Chaque domaine est vraiment différent, chacun a son historique, sa notoriété. Il a été travaillé point de vue SEO, ou il n'a pas du tout été travaillé dans certains cas. Mais en tout cas, tous ces éléments-là sont vraiment des facteurs qui vont venir influencer finalement la stratégie de contenu qu'on va mettre au point. Ensuite, on a coutume de dire que dans le SEO, les résultats, c'est long à obtenir. Alors, ce n'est pas forcément vrai quand on s'intéresse au contexte. On peut souvent, finalement, trouver des leviers, alors qui ne seront pas forcément à long terme les plus impressionnants, mais qui seront à court terme des éléments de réassurance pour le client qui lui permettront d'aller plus loin. Et ça, c'est vraiment très intéressant quand on travaille en plus pour des cibles TPE-PME, c'est que ces résultats rapides vont finalement conditionner la mission à long terme et déclencher des possibilités pour faire plus et mener plus d'interventions stratégiques par la suite. En substance, mon propos, c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas de solution miracle en matière de stratégie de contenu. Il n'y a pas un modèle qu'on prend, qu'on a défini, qu'on a inventé, qui est super, qui est trop bien, on l'applique à tout et ça fonctionne. Ça, ce n'est pas du tout la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'il existe plein de techniques différentes qui reposent sur l'optimisation sémantique, sur le glissement sémantique, sur le maillage interne, sur la façon de rechercher ces sujets. Et toutes ces techniques-là, en fait, il faut arriver à les agencer, à trouver celles qui vont être les plus propices à fournir des résultats dans un contexte donné, sans jamais oublier finalement l'existant, l'analyse de l'existant, donc le site internet, le domaine, mais aussi la SERP, la thématique, qui là aussi va apporter un certain nombre d'éléments. Pour moi, c'est vraiment le rôle d'un stratégiste de contenu, c'est de connaître ses stratégies et de savoir quand les utiliser finalement et dans quel contexte surtout pour avoir un impact maximal, y compris, vous allez le voir, avec un petit budget. Alors, le résultat de ça, c'est que, heureusement ou malheureusement pour mes clients, je fais rarement ce qu'ils m'ont demandé au départ. Le premier cas que j'ai choisi de vous présenter, c'est un entrepreneur qui arrive vers moi en décembre 2019 et qui me demande, comme souvent, un cocon sémantique. Cette entreprise-là, c'est une entreprise naissante, il a décidé de créer sa marque. Donc ça a déjà été une démarche très onéreuse de son côté. Création de la marque, création du site, de l'identité de marque. Donc il a déjà déboursé beaucoup d'argent. Et il arrive chez moi avec une demande de cocon sémantique et un budget de 2000 €. Donc là, très concrètement, je me demande bien comment je vais pouvoir arriver à lui donner des résultats, puisque c'est mon objectif. Au final, on a quand même fait son cocon, on a fait 30 pages de 300 mots, on a choisi de cibler des PA. Alors à l'époque, ça marchait très bien. Aujourd'hui, un peu plus de retenue sur ces People Also Ask, mais encore une fois, on est en décembre 2019, janvier 2020 quand on démarre. Donc à cette époque-là, vraiment cette typologie de contenu fonctionne très très fort. Donc on part là-dessus. Et au cours des entretiens avec mon client, je me rends compte que, indépendamment du produit finalement qu'il a créé, qu'il veut vendre et qu'il veut commercialiser, il offre des prestations de son côté. Donc il a une activité dans un local, donc à un emplacement donné en Alsace, et on a une possibilité de doubler finalement l'efficacité du projet
en allant chercher de la géoloc sur son secteur proche pour pouvoir vraiment lancer un petit peu la machine. Parce que comme je l'ai dit, il a beaucoup dépensé pour sa marque, et du coup, il arrive à un stade où il a aussi besoin que l'argent rentre un petit peu. Et puis, je me dis aussi, comme souvent, que s'il a des résultats et si on arrive à l'aider à générer du chiffre, il y a de grandes chances qu'on puisse continuer à travailler avec lui. Et vous allez voir que ça a été vraiment le cas avec ce client-là. Donc on a créé un store locateur pour cibler les communes autour de ces centres, de son centre en Alsace. Donc on a ciblé les communes avec des pages géolocalisées, hein, rien de bien nouveau, à condition d'avoir discuté suffisamment avec le client pour savoir qu'il pouvait proposer de la prestation en plus de ses produits. Le résultat sur cette entreprise-là, c'est qu'il a ouvert 2 centres l'année suivante, donc avec là aussi de la création de contenu autour de ces centres en géolocalisation pour pouvoir remplir les agendas de ces nouveaux centres. Donc il en a ouvert 2 en 2021, il en a ouvert 2 nouveaux en 2022. Et puis courant 2022, on s'est dit qu'il était peut-être temps de faire une refonte de ce pseudo-cocon qu'on avait généré au tout début du projet. Donc on fait une refonte de ce cocon avec ajout de nouvelles pages, reprise du contenu existant et refonte du maillage. Pas grâce à ce qu'il a vendu en termes de produits, très honnêtement, mais plutôt parce qu'il a ouvert des centres. Il est diffusé chez des multimarques, donc son image de marque a pris, et aujourd'hui, il a les moyens d'avancer un peu plus sur le SEO. Ce qui est important sur ce projet-là de comprendre, c'est que quand on se place vraiment côté business, aux côtés d'une entreprise et qu'on est consultant SEO, finalement, on va même parfois amener des solutions à des problèmes vraiment de fond de l'entreprise. Là, en l'occurrence, si on parle de nanocarapace, je pense que s'il s'était contenté de vouloir vendre ses produits en ligne, je ne suis pas certaine que l'entreprise existerait encore aujourd'hui. C'est ce pivot, finalement, et c'est le fait d'avoir su trouver de la performance sur la géolocalisation qui lui a permis de continuer à développer son entreprise et qui, aujourd'hui, du coup, lui permet d'envisager l'avenir un petit peu plus sereinement. Alors les résultats, bon, c'est toujours intéressant. Alors la courbe de trafic, je l'ai mise, même si dans l'absolu on s'en fiche un peu. Le plus important, c'est qu'il est en top position sur son mot-clé principal aujourd'hui suite à la refonte du cocon. Ce qui veut dire que du point de vue de son image vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis des nouveaux franchisés aussi, des gens qui viennent vers sa franchise, il est vraiment leader sur sa thématique. Donc ça, c'était vraiment un objectif poursuivi par cette refonte de cocon et ça a plutôt bien marché. Au final, on est parti avec 2 000 € de budget et il en a dépensé quasiment 16 000 aujourd'hui sur les différents projets. Mais parce que comme la partie géolocalisation lui a ramené du business, il a pu continuer à investir et finalement, on a aujourd'hui un site qui génère un certain trafic, mais qui génère surtout beaucoup d'affaires. Et la suite pour lui, là on est en train de commencer, on initie un nouveau chantier avec l'ouverture d'un réseau national. Donc c'est une vraie belle success story en plus derrière. Je vais enchaîner parce que j'en ai 5. J'ai peur de déborder là. L'exemple numéro 2, c'est un client e-commerçant qui vend de la voiture miniature. Alors c'est une marque historique, Norev, qui est quasiment aux origines de ce qu'est la voiture, la petite voiture qu'on connaît, puisque l'histoire de Majorette commence chez Norev. Donc la demande du client, quand il arrive chez moi, c'est il veut des articles de blog avec un budget de départ qui est de 300 €. Voilà, c'est un consultant ami qui me l'envoie, très sympathique. Et là, j'ouvre le site et je me dis, mais pourquoi on ferait des articles ? Du coup, je discute avec le client et je me rends compte que son catalogue produit a été construit sur la base d'idées préconçues. C'est souvent le cas hein, sur les e-commerce quand il n'y a pas forcément d'experts marketing ou SEO qui interviennent sur cette partie catalogue. On a un catalogue qui est construit sur la base de « j'imagine que les gens doivent peut-être penser comme ça ». Voilà. Et en plus, comme on est sur un segment, enfin sur une entreprise qui exerce depuis longtemps, ils ont eu l'habitude des catalogues papier.
Donc il y a un monde entre la façon dont on fait un catalogue papier et la façon dont on fait un catalogue en ligne. Du coup, il y a un énorme trou dans la raquette de ce catalogue. Il manque les catégories essentielles de toute personne qui recherche une voiture miniature, à savoir l'échelle. On n'a aucune catégorie, finalement, qui regroupe l'ensemble des voitures selon l'échelle de la voiture. Alors qu'un collectionneur, son premier réflexe, et ça je le vois très vite dans les volumes de recherche et les mots-clés que je trouve dans ma recherche, c'est vraiment la façon de rechercher des collectionneurs, c'est d'inclure systématiquement l'échelle. Donc du coup, on ne fait pas d'article de blog, voilà, mais on va plutôt faire et on va créer et rédiger 5 pages de catégories sur les 5 échelles qui sont vendues par cet e-commerçant. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ces 5 pages, donc sur 2021, représentent quasiment 91 000 visites par an sur les 351 000 visites du site, donc 25% du trafic organique, et 69% du trafic organique hors marque. C'est ce que je vous disais en amont. C'est une marque très connue, donc il y a énormément de recherches de marques. Donc si on prend le trafic hors marque, voilà, ces 5 petites pages, quelque part, qui lui ont coûté en tout et pour tout 300 €, lui ramènent aujourd'hui 69% du trafic organique hors marque. Alors forcément, il y a une suite, parce que quand on a des résultats pareils, le client n'a plus envie de s'arrêter. Donc on est en train de refaire tout un catalogue orienté sur justement les recherches des internautes en matière de véhicules miniatures. Ce troisième exemple, c'est un e-commerce, à nouveau, sur lequel j'ai déjà travaillé. Donc, j'ai fait déjà deux petits cocons sur des verticales de catégories. Et ma cliente m'appelle en me disant voilà Morgane, je voudrais refaire un cocon, mais cette fois, ou une grappe sémantique si vous préférez, parce que c'est un peu petit, mais cette fois, voilà, sur une autre de mes catégories. Donc pas de souci, on part sur 10 pages de cocon, on fait 10 catégories, histoire d'aller peupler la longue traîne sur sa requête. Et je me rends compte que cette catégorie, elle est perdue dans le méga menu. C'est-à-dire qu'elle est vraiment à un endroit où je me dis... J'avais remarqué déjà, depuis quelques mois, avec un collègue qui tient une agence SEO, on parlait beaucoup du menu, parce qu'on avait remarqué quand même que l'emplacement du menu pouvait vraiment impacter la position de façon assez impressionnante, notamment suite à des refontes avec des changements de menu. Et du coup, je dis à ma cliente, écoute, si là, tu arrives dans ta saison, du coup, puisqu'on est au mois de mars, sa saison démarre au mois d'avril, ça va être court pour te fournir les contenus dans des délais aussi serrés. Donc, ce que tu pourrais faire, peut-être, c'est mettre cette catégorie-là dans ton menu principal. Au moins, voilà, ça aura peut-être un petit impact. Et quand on va venir avec le contenu, tu devrais déjà avoir gagné quelques positions. Le résultat, simplement en ayant mis donc cette catégorie dans le menu principal, la catégorie est remontée d'une position 21 de mémoire jusqu'à la position 1, et elle a tenu la position 1 pendant tout le mois de juillet, au plus fort de la saison de la cliente. Donc autant vous dire qu'elle m'a remercié. On va quand même mettre en place les pages prévues, le petit cocon et les petites catégories. Pourquoi ? Parce que là, on a obtenu une très bonne position, elle l'a tenue cet été et c'est très bien. Par contre, ce qu'on veut, c'est stabiliser pour les années qui viennent. Le dernier exemple, c'est Zindoc. C'est une société technologique qui fait de la gestion électronique de documents. Donc c'est du B2B. Et là, on est sur un client sur lequel je me suis retrouvée à un moment donné presque dans une impasse. À savoir que le client vient vers moi avec une demande d'article de blog, un budget qui permet de lui rédiger des articles de blog tous les mois. Donc on regarde un petit peu les sujets, on met en route les premiers articles de blog. Et là, on rentre très vite en conflit en fait, avec la cellule marketing et la cellule produit. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là au sein de l'entreprise ne comprennent pas le SEO. Elles ne savent pas comment ça fonctionne. Et du coup, les articles sont tellement éloignés de leurs habitudes de communication qu'il y a vraiment un blocage instantané au niveau de ces cellules-là au sein de l'entreprise. Donc du coup, je me réunis avec le traffic manager qui me dit écoute, moi j'ai du mal à faire entendre raison à ma cellule marketing et à ma cellule produit.
qu'est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on a quand même des objectifs, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour passer un petit peu contourné, on va dire, et qui nous laisse tranquilles pour travailler. Donc on décide de construire une FAQ sur la GED, du coup, en 10 questions. Donc là aussi, on a utilisé les People Also Ask. Je remets des petits warnings. Regardez bien l'actualité sur ces sujets. Il faut utiliser un peu plus de pincettes qu'à l'époque pour utiliser ces leviers-là. Donc on construit une FAQ avec simplement 10 questions sur la GED. Et là, on sait que la partie marketing et produits vont nous laisser tranquilles parce qu'on est vraiment sur du contenu froid, qui est vraiment très encyclopédique finalement, donc qui ne va pas venir impacter finalement la vision produit. C'est pas le blog, on n'est pas sur de la com pour de vrai quelque part. Et du coup, on décide de mettre en place cette FAQ. Le résultat, c'est qu'avec les 350 € dépensés sur cette FAQ, le client a popé top 1 sur GED. Alors, depuis, il y a eu des petites variations, forcément, on a de la concurrence, donc ça bouge à côté, il faut refaire des choses, on a refait des petites choses. Mais on est allé chercher le top 1, ce qui lui a permis, au-delà du résultat et du trafic généré, aussi de faire comprendre aux membres de son équipe l'intérêt de ce qu'on faisait. Parce qu'une fois qu'ils ont vu ça, une fois qu'ils ont vu le trafic généré et la quantité d'appels et de contacts, surtout qu'ils ont reçus grâce à cette position finalement dans le moteur, on a pu déclencher d'autres chantiers et le traffic manager, pour le coup, a pu travailler confortablement sur le SEO en trouvant des terrains d'entente, on va dire, avec le market et le produit pour qu'on arrive à fonctionner de concert. Le quatrième exemple, alors, je n'ai pas eu l'autorisation de partager, on va dire, le nom du client sur ce projet-là, mais je voulais quand même vous le présenter. Donc ça, c'est une agence qui vient vers moi avec une demande de cocon sémantique, encore. C'est souvent, hein, et souvent je dis non. Donc ce cocon sémantique, on a un budget de 3 200 €, alors ça ne permet pas de faire des merveilles, mais ça permet de commencer à construire quelque chose et de faire un peu une proof of success aux clients suffisante. Voilà. Au moment de l'analyse du site, je me rends compte que ce n'est pas la bonne stratégie à suivre, parce que ce site-là, ce domaine-là, en fait, il fonctionne de façon très particulière. Il a hérité d'une redirection d'un ancien domaine. Ça, on ne le sait pas par le client, malheureusement. Donc, on le découvre vraiment en cours de route, que parce qu'il y a eu une redirection d'un ancien domaine vers une page, on va devoir se servir de cette page. Finalement, on va décider de se servir de cette page pour construire la stratégie de contenu autour. C'est-à-dire que là, pour le coup, les idées préconçues, on les prend et puis on les met à la poubelle, parce qu'on a un contexte qui est tellement particulier que si on ne fait pas ça, on n'aura jamais de résultat avec ce budget-là. On parle de voyance, pour faire très court, donc ceux qui travaillent cette thématique le savent, on n'est pas sur le monde, les SERP les moins concurrentiels de la Terre. Sauf que là, on a un levier qui est essentiel finalement à ce qu'on veut essayer d'accomplir et qui est sous notre nez en fait. Il nous suffit de regarder pour se rendre compte qu'on a donc une page interne classiquement sur un domaine, le plus souvent, hein, c'est la home page qui va être la plus forte. Pourquoi ? Parce que quand les gens font des liens, ils font des liens vers la page d'accueil, donc la page d'accueil a tendance à générer beaucoup plus de backlinks que les pages internes. Ça, c'est une logique qu'on retrouve à peu près partout. Dans notre cas, ce n'est pas le cas. Ma homepage, finalement, elle est vraiment creuse. Elle a 0 en jus. Si je l'utilise, elle, pour le coup, je vais au bouillon, c'est sûr et certain. Par contre, j'ai cette page interne, à cause de ce transfert de domaine qui a été fait, qui, elle, est super puissante. Mais quand je vous dis super puissante, c'est super puissant. Donc, du coup, on revoit le plan avec l'agence et on décide d'ajouter du contenu sur les 6 catégories existantes. On ajoute 5 nouvelles catégories pour bien compléter le panorama pour Google et lui présenter un ensemble exhaustif. Et puis, on va rajouter des contenus éditos au format page Prism pour venir renforcer encore un petit peu l'ensemble. Alors là, pour le coup, sur ce dossier-là, moi, la voyance, je connaissais de très loin avant de travailler sur ce dossier, et je n'avais pas imaginé du tout ce qui était possible de faire.
Donc en quelques semaines, cette page qui était dans les limbes, voilà, au-delà de la position 40, elle a popé top 2 sur Voyance. Alors, encore une fois, interrogez les SEO autour de vous qui travaillent cette thématique pour mesurer vraiment l'ampleur de ce résultat-là, et vraiment, que ce soit l'agence, le client ou nous, on a été les premiers surpris de ce résultat. Mais là, ce qui est important, ce n'est pas tant le résultat que de se dire que si on n'avait pas pris finalement le temps d'analyse nécessaire et qu'on avait, j'allais dire bêtement, mais c'est presque ça, qu'on s'était bêtement dit, le client veut un cocon sémantique, on va faire un cocon sémantique, on serait passé à côté. On serait vraiment passé à côté et jamais on n'aurait déclenché un résultat pareil avec un budget de 3 200 €.